Le 6 janvier 1975, Annelies Albrechtsen entre à l'hôpital de Maniitsoq pour des douleurs gynécologiques. Elle n'a que 14 ans. Elle ne vient pas demander un contraceptif ou parler de maternité. Elle vient parce qu'elle souffre. Des décennies plus tard, lorsqu'elle consulte enfin son dossier médical, une ligne froide apparaît. Ce jour-là, on lui a posé une spirale. Elle se souvient très précisément d'une phrase. « J'ai dit que j'avais besoin d'en parler à mes parents, mais on m'a répondu « pas besoin ». Pas besoin d'expliquer, pas besoin de demander l'accord, pas besoin de comprendre. Pendant des années, Annelies espère tomber enceinte. En vain. Elle subira plus tard une ablation des trompes à la suite d'une infection. Elle ne saura jamais avec certitude si tout venait de là, jusqu'au jour où elle apprendra ne pas avoir été la seule, et là, le doute ne sera plus permis. À quelques centaines de kilomètres, une autre adolescente vit une scène presque identique. Naja Liebert. Visite médicale annuelle au collège. On annonce aux jeunes filles qu'on va leur poser une spirale. Nous étions pétrifiés. Personne n'en a parlé après. Personne n'en a parlé après. On touche là au cœur du scandale. Comment un pays comme le Danemark, présenté comme un modèle des droits humains, a-t-il pu mettre en place une campagne de stérilisation qui a touché des milliers de femmes et de jeunes filles inuites, parfois très jeunes et sans consentement? Pourquoi ce silence a-t-il duré plus d'un demi-siècle? Et pourquoi les excuses arrivent-elles seulement maintenant? Pour comprendre, il faut revenir au moment où la démographie d'un peuple a commencé à être perçue comme un problème à résoudre par Copenhague. Dans les années 1960, le Groenland connaît une transformation rapide. La mortalité baisse, la santé s'améliore, les naissances augmentent fortement. Le taux de fécondité oscille entre 6 et 7 enfants par femme. La population croît d'environ 4% par an. Pour les familles groenlandaises, c'est une bénédiction, une continuité culturelle. Pour l'administration danoise, c'est un défi budgétaire. Logements à construire, écoles à financer, services à étendre. Car oui, le Groenland n'est pas souverain. Il est administré par le Danemark. Les décisions majeures viennent de Copenhague. Le système de santé reste sous contrôle danois jusque dans les années 1990. Et à ce moment, à l'instar de la Chine d'il y a 50 ans, une idée s'impose. Contrôler les naissances. Officiellement, il s'agit de modernisation, de planning familial, d'émancipation de la femme. Mais derrière ce vocabulaire technocratique, il n'y a qu'une seule volonté. Réduire la pression démographique. Pendant que des ministres parlent de développement, Annelies, elle, ignore qu'un dispositif a été inséré dans son corps. Et pendant que les courbes statistiques s'ajustent, Naja garde en elle cette phrase « Personne n'en a parlé après ». Mais comment cette politique s'est-elle mise en place concrètement? Dès 1967, des médecins sont formés à l'utilisation des spirales lip sloop. Les implantations commencent rapidement. Les effets sont immédiats. En 1964, 1674 Groenlandaises donnent naissance à un enfant. En 1972, elles ne sont plus que 770. En 1974, 665. Entre 4500 et 9000 spirales auraient été posées. On parle de spirales car ces dispositifs étaient en forme de serpentin, et bien plus larges que les stérilés actuels. Dans certains internats, des jeunes filles de 13 ou 14 ans sont conduites à l'hôpital. Elles attendent dans un couloir. Elles ne comprennent pas vraiment ce qui va se passer. Olga Platu, 13 ans en 1973, raconte l'attente, le choc, la douleur. Elle et ses camarades n'avaient jamais eu de relation charnelle. Aucune n'a consenti à se voir implanter cette horreur. Certaines spirales étaient trop grandes pour de jeunes adolescentes. Les conséquences furent nombreuses. Douleurs, hémorragie, infections. Plus tard, des femmes découvrent qu'elles portent encore un dispositif, des décennies après sa pose. Lorsque Naja Liebert crée un groupe privé pour les victimes, un tiers des femmes membres déclarent n'avoir jamais pu avoir d'enfants. À ce stade, ce n'est plus une succession d'anecdotes. C'est un système monstrueux dans lequel des adolescentes demandent des explications et entendent pour seule réponse « pas besoin ». Mais si cette campagne était si massive, pourquoi personne n'a-t-il tiré la sonnette d'alarme? Le Danemark ratifie la Convention européenne des droits de l'homme en 1953.
Cette convention protège l'intégrité physique. Elle interdit les traitements inhumains ou dégradants. Elle impose aux États non seulement de ne pas violer les droits, mais aussi d'empêcher que leurs institutions le fassent. À croire que cette intégrité physique était à deux vitesses, peut être appliquée pour les Danois, mais pas pour les Inuits. Cela signifie qu'à partir des années 1950, le Danemark a l'obligation juridique de veiller à ce que les politiques publiques respectent ces principes. Or, la Spiralkampagnen, campagne de la spirale, débute officiellement en 1967, alors que les obligations internationales existent déjà. Des juristes spécialisés en droit international ont été très clairs. Un État ne peut pas se retrancher derrière l'argument du contexte de l'époque, si juridiquement, les normes de protection étaient déjà en vigueur. Plus troublant encore, le rapport indépendant publié en 2025 reconnaît que l'État disposait probablement d'informations suffisantes pour examiner de plus près ces pratiques à la lumière de la Convention européenne. Autrement dit, il existait un minimum de doute sérieux. Et lorsqu'un doute sérieux existe, la Convention impose d'enquêter. Mais aucune enquête approfondie n'a été ouverte à l'époque. Pendant que les obligations internationales étaient signées à Strasbourg, des adolescentes groenlandaises entraient dans des salles d'examen sans savoir ce qui allait leur être fait. Ce contraste est vertigineux. Des organisations comme l'Institut danois des droits de l'homme ont parlé de violations graves et systématiques. Le Conseil circumpolaire inuit, lui, l'affirme. Et pourtant, le rapport officiel reste prudent. Il évoque une responsabilité particulière envers des personnes vulnérables. Il souligne des manquements possibles, mais il évite d'utiliser un vocabulaire accusatoire frontal. Ce flou juridique est devenu l'un des nouveaux champs de bataille du scandale. Parce qu'il pose une question fondamentale. Peut-on reconnaître la douleur sans reconnaître explicitement la faute ? Peut-on admettre des dommages sans admettre une vision claire ? Le silence ne s'est pas maintenu par hasard. Il a tenu parce qu'il existait un déséquilibre de pouvoir profond. Et c'est ce déséquilibre qui va exploser publiquement au XXIe siècle. Pendant près d'un demi-siècle, les témoignages restent isolés. Certaines femmes pensent qu'elles ont mal compris. D'autres croient qu'elles sont seules. Beaucoup enterrent le souvenir. Il faut attendre 2017 pour que quelque chose change. Je vous ai parlé de Najali Bert. C'est elle qui en premier publie son histoire sur Facebook. Elle ne lance pas une campagne politique. Elle raconte simplement ce qui lui est arrivé. En quelques semaines, des centaines de femmes répondent. Elle raconte la même scène. Les mêmes couloirs, les mêmes regards, les mêmes phrases. Le mythe de l'incident isolé s'effondre. Des journalistes s'intéressent à l'affaire. Un podcast d'investigation révèle l'ampleur du programme. Les archives sont consultées. Les chiffres sont croisés avec les courbes de natalité. Les données confirment ce que les corps savaient déjà. Entre le début et la fin de la campagne de stérilisation, la natalité a chuté brutalement. En 2023, 26 femmes engagent une procédure judiciaire contre l'État danois. En 2024, elles sont 143. Le procès n'est pas encore jugé, mais le simple fait qu'il existe change la dynamique. Ce n'est plus une question morale. L'affaire entre dans la sphère juridique. En 2022, le Danemark accepte l'ouverture d'une enquête indépendante couvrant la période 1960-1991. En 2025, le rapport est publié. 354 femmes y témoignent officiellement. La grande majorité affirme ne pas avoir donné de consentement éclairé. En réponse, la première ministre danoise présente des excuses officielles. Elle parle de discrimination systémique. Elle reconnaît des dommages physiques et psychologiques. Mais une excuse officielle, même prononcée avec gravité, ne change pas le passé. Elle ouvre seulement une nouvelle étape, celle de la réparation. En décembre 2025, le gouvernement annonce une indemnisation. 300 000 couronnes danoises par victime potentielle. Un geste significatif, certes, mais qu'est-ce qu'une somme d'argent face à une possibilité perdue ? Comment mesure-t-on la valeur d'une maternité qui n'a jamais pu exister ? Pour certaines femmes, l'excuse apporte un soulagement symbolique. Pour d'autres, elle arrive trop tard. Pendant que les procédures avancent, Naja rappelle une réalité simple. Nous sommes tous en train de vieillir. Le temps presse. Mais cette affaire ne concerne pas seulement ces femmes concernées. Elle touche à l'identité d'un territoire entier. Un territoire qui aurait été massivement plus peuplé sans cela.
La campagne de la spirale ne peut pas être isolée de son contexte historique. Le Groenland a été colonie danoise depuis le XVIIIe siècle. En 1953, il devient officiellement une province du Danemark. En 1979, il obtient une autonomie interne. En 2009, une autonomie renforcée. Mais depuis le début, la relation reste profondément asymétrique. Dans les écoles, la langue groenlandaise est parfois découragée. Des enfants sont envoyés au Danemark pour être modernisés. Les décisions majeures viennent de Copenhague. Henriette Bertelsen raconte qu'enfant, elle vivait dans le petit village de Lillaput, à 200 km au sud de Nuuk. Seuls 4 Danois y vivaient. Et pourtant, on lui interdisait de parler groenlandais à l'école. Les Inuits n'étaient pas autorisés à parler un seul mot de groenlandais. À l'école, nous étions giflés si nous parlions notre langue. Quant au sujet du jour, elle raconte qu'on lui a posé plusieurs spirales, certaines retirées à cause de douleurs violentes, puis remplacées. Dans ce contexte, dire non à une autorité danoise n'était pas évident. La campagne de la spirale vient perturber un récit longtemps entretenu, celui d'une colonisation présentée comme progressive et bienveillante. Elle révèle une autre dimension, celle d'un État persuadé de savoir ce qui est bon pour une population qui l'administre. Le contrôle démographique n'est pas une politique sanitaire. Il n'est que l'expression d'un pouvoir qui cherche à conserver cette asymétrie. Dans un contexte où le Groenland occupe aujourd'hui une position stratégique majeure dans l'Arctique, ressources minières, routes maritimes, rivalités géopolitiques, cette affaire ravive le débat sur l'indépendance. Elle nourrit un sentiment ancien, celui d'avoir été administré plus que consulté. Avoir des enfants est un droit humain qui nous a été retiré, répète Naja. Cette phrase dépasse la contraception. Elle touche à la souveraineté. Parce qu'au fond, décider du nombre d'enfants d'un peuple, c'est décider de son avenir. Revenons à Annelise. 14 ans, une douleur, une phrase, pas besoin. Revenons à Naja. Personne n'en a parlé après. Pendant 40 ans, le silence a tenu. Il a tenu parce que l'autorité était forte. Il a tenu parce que les victimes pensaient être seules. Il a tenu parce que reconnaître la vérité aurait ébranlé le récit national. Aujourd'hui, le silence est brisé. Des compensations ont été promises. Mais une vérité demeure. Les adolescentes ont perdu le droit de décider pour leur propre corps. Et cette perte ne saurait jamais être entièrement réparée. Les États peuvent s'excuser, ils peuvent indemniser, ils peuvent reconnaître des erreurs systémiques. Et c'est tout ce qu'il y a à souhaiter quand on ne peut revenir en arrière. Mais la campagne de la spirale n'est pas seulement un scandale médical. C'est un révélateur de ce que devient le progrès lorsqu'il est imposé. Le véritable tournant, ce n'est pas l'excuse officielle. C'est le moment où une femme, 40 ans plus tard, a décidé de ne plus se taire. Parce qu'un système peut fonctionner dans le silence, mais il s'effondre dès que les voix s'élèvent. Et dans ce cas précis, les voix ne se tairont plus. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de scandales géopolitiques, vous pouvez cliquer sur la playlist à gauche de votre écran. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez booster la vidéo, laisser un pouce en l'air et vous abonner. Merci.